Avec les législatives anticipées, la République est entrée dans une phase de turbulence électorale pleine d'incertitudes. Une autre forme de dégagisme, peut-être avec la pression du RN, rappelle des périodes antérieures, sans doute où les Français ont voulu renverser la table. On peut penser, même si les symétries dans l'histoire sont toujours hasardeuses, à la fin de la 4ème République, et puis tout d'un coup, on a eu autre chose, et c'est arrivé somme toute assez rapidement. La France est un pays de rupture, de révolution, et peu d'évolution, c'est pas trop dans notre mentalité. Bonjour Éric Brancard. Bonjour. Vous êtes un passionné de l'histoire gaulliste, vous êtes historien et journaliste, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le gaullisme, et puis un en particulier dont on a parlé d'ailleurs récemment qui s'appelle La République des imposteurs, publié chez Perrin, 44-54, donc c'est avant la période gaulliste. Période très très noire que vous décrivez comme étant vraiment une période tout à fait calamiteuse, avec des événements tout à fait incroyables que vous allez énoncer, dont vous allez énoncer certains, parce qu'on va faire un petit peu d'histoire et beaucoup de politique. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui dans cet œil qui est le vôtre, qui a regardé cette 5e République et puis aussi cette histoire longue, Éric Brancard? La 5e République est en train de changer de cours. Elle a été fondée sur la bipolarisation. On arrive à une tripolisation, si j'ose employer un néologisme. Et même peut-être d'ailleurs, le 3e pôle va-t-il disparaître, puisque c'était le pôle macroniste. Mais ce qui est intéressant de voir dans cette affaire de la dissolution, c'est que on peut dire à 99% que c'est un pari raté. Toutes les dissolutions sous la 5e République ont été des dissolutions qui ont été suivies d'un effet positif pour celui qui les avait initiées. Les deux dissolutions du général de Gaulle en 62, en 68, les deux dissolutions de François Mitterrand en 1981 et 1988. Alors celle de Jacques Chirac 97 est ratée, mais elle est ratée de peu. Elle est ratée parce que il y a 60 ou 65 de mémoire triangulaire où le Front National se maintient et où il fait rater le pari de Chirac. Mais ça aurait pu être réussi. Alors que celle-là, quand vous constatez que le parti macroniste arrive en tête dans 7 circonscriptions sur 577, ça ne s'est jamais vu. Le parti au pouvoir arrive toujours en tête à peu près dans un cas sur 2, si vous voulez. Mais là, c'est tout à fait stupéfiant. Et avec un RN qui arrive en tête dans près de 440 circonscriptions, si on ramène le résultat des européennes à celui des législatives. C'est possible d'inverser le cours des choses pour le parti présidentiel, à votre avis ? Je vois pas comment. C'est très imprudent de s'engager. Le sursaut face aux extrêmes. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, d'abord parce que le parti présidentiel n'a plus la main. Il est dépassé par la coalition dite Nouveau Front Populaire, LFI, Parti Socialiste, Écolo, et ce qui reste du Parti communiste, qui est en deuxième position très largement. Donc je vois très difficilement comment c'est possible. Vous avez employé le mot de dégagisme. Je suis très d'accord avec vous. Alors, on peut penser aussi que quand je dis sursaut face aux extrêmes, c'est toujours la rhétorique de l'homme providentiel à laquelle la France est attachée, qui avait permis aussi au général de Gaulle de se propulser au pouvoir très rapidement, alors que lui-même était très peu crédité, avait certes une forte notoriété, réputation, aura, tout ce qu'on veut, mais n'avait pas non plus de structure politique qui lui permettait normalement en 58, de gagner. Il y a un sondage, je crois que c'est de mars 58, ou peut-être même d'avril, où, donc 2 mois avant son retour au pouvoir, où il est crédité, le parti gaulliste, qui était l'ex-RPF à l'époque, est crédité de 4%. Donc, mais il y avait chez De Gaulle une dimension historique qui était liée au 18 juin, que nous commémorons aujourd'hui, il faut le rappeler. Donc il avait une légitimité historique qui était au-delà de la légitimité politique. Et évidemment, aucun acteur actuel ne porte sur ses épaules une telle légitimité. Et puis il y a dans le passage de la 4e à la 5e, ce bouleversement extrêmement rapide et radical, il y a aussi autre chose, c'est les événements extérieurs. Alors là, nous n'avons pas la crise ukrainienne, si grave soit-elle, n'est pas une étincelle qui permettrait de faire bouger les choses de façon significative. Comment cela se fait-il justement, Éric Brancard? On a l'impression qu'on vit vraiment un huis clos et qu'on est étanche au reste du monde, alors qu'on nous dit sans cesse que la France est imbriquée dans la mondialisation, qu'on ne peut pas vivre en dehors des... Alors quand on traite d'autres sujets, vous voyez, on parlait du conflit du Katanga en 1960, on avait l'impression que la France, puissance rayonnante sur plusieurs parties du monde,
était vraiment partie prenante d'événements qui se déroulaient en dehors de chez elle. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est vrai. Alors, je crois qu'il y a aussi dans le vote sanction qui s'est produit l'autre dimanche et qui est un vote sanction contre Emmanuel Macron et contre la majorité au pouvoir, il y a confusément le reproche adressé à ce même pouvoir de justement ne plus être en prise avec les événements. Chirac a été extrêmement critiqué, il y a eu une campagne contre lui, son deuxième mandat n'a pas été facile, mais il y avait une reconnaissance de la droite à la gauche d'une stature internationale. Quand Chirac refuse la guerre du Golfe, quand il va à Jérusalem, on n'en a pas honte. Il y a ici, dans le cas de cette majorité, l'impression vraiment pas partagée de l'extrême gauche à ce qu'on appelle l'extrême droite, d'une politique du chien crevé au fil de l'eau. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'effet Macron comme il y a eu l'effet Chirac sur la scène internationale? Justement, à cause de ce que je vous dis, parce que d'abord, il y a eu des contradictions absolument colossales de toute la politique étrangère de Macron, qui parle de souveraineté européenne, mais qui se soumet aux attendus de la Commission, de Madame von der Leyen, etc. On a l'impression qu'il lâche prise face aux événements, alors qu'il défend des positions différentes. Souvenez-vous de la guerre d'Ukraine. Il dit la France va proposer la paix, la France a un plan, il va voir Poutine et puis il ne se passe rien. Et puis ensuite, il y a l'affaire de l'énergie, les sanctions américaines qu'on accepte et qui en fait ruinent pas du tout les Russes, mais ruinent l'économie française. Tout ça, les gens le sentent confusément. Et je crois qu'il y a un procès en absence extérieure. Ça se joue sur l'état physiologique politique du pouvoir en France. Ah, je crois. Sur l'affaissement. La politique étrangère est un domaine dont on parle peu dans les élections législatives. Les Français s'intéressent peu à la politique étrangère, sauf quand elle a des effets directs sur leur vie quotidienne, et le moins qu'on puisse dire, et c'est qu'elle en a. Éric Branca, comment analyser les deux blocs auxquels nous faisons face, d'un côté donc le RN, de l'autre le Nouveau Front Populaire? Si on compare à des périodes antérieures, la période algérienne, par exemple, était autrement plus tendue. On était vraiment dans une guerre avec des risques d'attentats. Puis du côté de la gauche, on était aussi à l'époque du marxisme flamboyant, qui déployait toute une phraséologie militante et puis aussi toute une espérance militante. Mine de rien, il n'y a plus ça aujourd'hui. Ah non, plus du tout, non, plus du tout. Il y a, du point de vue de la gauche, une tentative de recomposition, mais sur des critères extrêmement différents. C'est pour ça que c'est un succès tactique d'avoir réussi à réunir des partis qui s'insultaient quelques semaines plus tôt, mais je ne sais pas du tout comment vont réagir les électeurs. Des électeurs auxquels on a expliqué que LFI, non sans raison d'ailleurs, était antisémite, d'autres auxquels on a expliqué que Macron c'était pire que la droite. Ces gens-là se retrouvent ensemble dans une même structure, ça va être très difficile. Donc même si sur le papier ils ont de fortes chances d'avoir des députés, je vois mal qu'ils puissent avoir même une majorité relative. Je m'engage peut-être trop, mais vraiment, quand on regarde les chiffres, quand on voit que le RN est arrivé en tête dans, je vous dis, plus de 450 circonscriptions électorales, il y a tout de même une dynamique et les Français se donnent rarement tort à eux-mêmes. Chaque fois qu'il y a une dynamique et un mouvement, et quand il y a une élection qui suit, elle confirme le plus souvent la précédente. Éric Branca, est-ce qu'il y a des précédents sur des investitures un petit peu controversées? On a parlé de certains candidats à LFI, en particulier un certain Raphaël Arnaud, Antifa, Fiché S, ça fait un petit peu jaser tout ça. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire déjà? À ma connaissance, non. Mais peut-être que j'en oublie. Mais là, vraiment, c'est assez étonnant, quoi. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire qu'on investit des personnes radicalisées? Comment l'interprétez-vous? Est-ce que ça signe la dureté des temps politiques, ou alors c'est simplement un théâtre? Je crois que c'est du grand n'importe quoi. Et je crois que ça va leur retomber sur le coin de la figure, si j'ose dire. Donc là, parce que ça crédibilise ce qu'on voudrait discréditer. C'est-à-dire que le RN, du coup, n'est plus un repoussoir, il est un élément de stabilité. C'est tout à fait incroyable. De même que le RN incarne maintenant une certaine forme de vote utile, alors que jusqu'à maintenant, y compris jusqu'aux dernières législatives de 2022, où le RN a tout de même eu 80 députés, il était toujours victime du vote utile. C'est-à-dire qu'il faisait très bon score au deuxième
deuxième tour, et puis ça baissait au premier tour, et ça baissait au deuxième. Là, c'est tout à fait l'inverse. On voit qu'il y a maintenant il y a un vote utile et un vote inutile, et le vote inutile, et c'est là où c'est très nouveau, ça, c'est le vote en faveur du parti présidentiel, qui est devenu un vote inutile. Et là, ça va se jouer donc psychologiquement sur le fait de savoir qui est le plus dangereux. Est-ce que c'est le RN ou LFI? Enfin, le nouveau Front Populaire. Il y a un petit peu cette idée-là. Il y a tout à fait ça. Je suis pour tout que à le fait vote d'accord. utile bascule d'un camp à l'autre. Oui. Exactement. Et je pense que le choix de la radicalité qui a été celui de LFI avec les investitures sur des personnages plus ou moins sulfureux comme celui que vous avez cité ne peut que renforcer l'image de stabilité que donne le RN et l'image de grand n'importe quoi, voire d'une certaine dangerosité radicale. Est-ce qu'on avait le cas, Éric Branca, est-ce qu'on avait le cas dans l'histoire quand il y a eu une précédente dissolution où on avait deux blocs qui polarisaient énormément? Parce que la 4ème République, on peut se dire... Aujourd'hui, ce n'est pas l'anti-modèle, ce serait plutôt le modèle d'une société plus pacifiée, mine de rien, que celle que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, avec cette grande différence que les institutions de la 4e accentuaient le désordre et l'instabilité. Alors qu'il peut y avoir sous la 5e, grâce à des institutions solides, une politique des coalitions plus efficace. La coalition sous la 4e, c'était le désordre. La coalition sous la 5e, ça peut devenir quelque chose de nouveau et d'intéressant. Qu'est-ce qui, sous la 4ème République, qu'est-ce que vous sauvez de la 4ème République que nous pourrions reprendre dans le régime actuel? Alors ça va être difficile parce que la 4ème République avait une qualité majeure, qui a d'ailleurs empêché que les catastrophes aient plus d'ampleur qu'elles n'en ont eu, c'est la qualité des hauts fonctionnaires. La 4ème République avait, disons que l'énarque des premiers temps, des 10-15 premières années, était quelqu'un de hautement compétent, qui avait un sens du service public, un sens de l'intérêt général, un sens du bien commun. Qu'est-ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, et spécialement depuis Emmanuel Macron? On détruit la haute fonction publique, on détruit le corps diplomatique, et on supprime l'ENA. Et on nomme ambassadeurs des gens dont la compétence est plus que douteuse. Donc il n'y a pas ce sens du bien commun dans la haute fonction publique qu'il y avait sous la 4e. Donc ils n'appartiennent pas aux imposteurs, eux? Non, pas du tout. Les imposteurs sont les politiciens. Ce sont les politiciens, c'est les faux résistants, c'est tout ça. Voilà, c'est ce que je raconte dans mon livre. Mais la haute fonction publique, elle a tenu à bout de bras la structure de l'État. Et le fait que des fonctionnaires fassent de la politique, c'était déjà en vigueur sous la 4ème République? Beaucoup moins. Par exemple, le syndicat de la magistrature qui appelle à manifester, est une création, si je ne me trompe, qui a été permise par Valéry Giscard d'Estaing. Ça aurait été absolument impensable sur la 4ème République que des magistrats qui incarnent la partialité de l'État, de la justice par conséquent, puissent se présenter à des élections, appeler à manifester, descendre dans la rue, faire le mur des cons. Enfin, c'était absolument impensable sous la 4ème République. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'impensable qu'aujourd'hui on pourrait déplorer, Éric Branca? Sous la 4ème, non. Parce qu'elle a mauvaise réputation, mais justement... à tort sous certains angles. Elle a mauvaise réputation. Même si vous les imitez. Et je crois dans mon livre exécuté de façon assez claire, à cause de la débilité de ces institutions qui a donné le pouvoir au parti, c'est-à-dire au clan, c'est-à-dire à tout ce qui divise la société, contre le sens de la majorité de l'intérêt général. Mais on voit que la 5e n'arrive pas à faire mieux. De ce point de vue, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est entrée en crise beaucoup plus tard. La 5e, vous savez, le début du délitement de la 5e, si délitement il y a, parce qu'on pourra en discuter, c'est d'abord la médiocrité des hommes, et ça, les institutions et les hommes sont deux choses différentes. Il peut y avoir de bonnes institutions et des gens incapables de les servir. Et puis, ça a commencé assez tard, je dirais, au moment du deuxième septennat Mitterrand, 1988, où vous voyez d'ailleurs une montée de l'abstention qui est très préoccupante, sur laquelle nous revenons. C'est-à-dire que là, ça y est, l'abstention recule à nouveau, alors qu'elle était en hausse pratiquement constante, notamment pour les européennes, pour les municipales, etc., depuis 1988. Et là, le mouvement est inverse. C'est très intéressant. Mais un taux d'abstention élevé, n'est-ce pas le signe aussi de la bonne santé d'une société, finalement? Un taux d'abstention? Ah non, je crois pas. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de moi, finalement. La société tourne bien comme ça. Et je m'abstiens parce que les choses ne vont pas si mal. Là, si je me mobilise, c'est qu'il y a une peur. C'est vrai, mais on s'abstient aussi quand on est dégoûté de tout.
Et on dit que tous les hommes politiques se ressemblent, c'est le tous pourri. Non, c'est pas un signe de bonne santé. Là, je suis pas d'accord avec vous pour une fois. Comment se fait-il, Éric Branca, que cette 5e République n'ait pas résolu la question du FN puis du RN beaucoup plus tôt? Alors ça a été le sujet, c'est un sujet clé, c'est le sujet qui a été issu de tous mes livres depuis longtemps, notamment du premier, qui s'appelle Le roman de la droite, que j'ai publié en 1998, et j'ai le regret de dire que j'ai eu raison, et que tout ce qui s'est passé depuis confirme mon analyse, c'est-à-dire que à partir du moment où la droite a voulu s'unir sur le minimum, c'est-à-dire sur la construction européenne d'un point de vue fédéral, qui dépossédait les souverainetés, elle a perdu sa vocation à défendre l'intérêt général, et elle n'a fait que régresser. Quand vous prenez ce que disaient Pasqua et Seguin en 1990, qui refusaient tous les programmes de fusion avec l'UDF, etc., entre le RPR et l'UDF, ils disaient, plus on fait l'union, plus notre corps électoral se rétrécit. Et plus ce rétrécissement sur vraiment le plus petit dénominateur commun s'est affirmé, et plus ce qui était le Front National et ce qui est devenu le Rassemblement National a pris la place de ces partis. Et ça, c'est un mouvement qui commence en 1993, qui se poursuit avec la création de l'UMP en 2002, et qui s'achève par la disparition, la volatilisation de LR, qui était, bon gré mal gré, l'héritier du RPR. Alors, comment se fait-il? Est-ce une question d'hommes? Est-ce que le personnel politique a manqué des visionnaires, des tacticiens, des personnes qui auraient pu voir... Ah, le tacticien, il n'en manque pas. Mais non, alors, peut-être pas. Les visionnaires, je suis d'accord. Les visionnaires. Vous savez... Non, par exemple, le réflexe Ciotti de s'allier au RN, vous pensez, vous, en tant que spécialiste du gaullisme, que c'est une trahison du gaullisme, comme ça a été dit, hein, par les fameux chapeaux à plumes qui il ne peut pas y avoir dans de trahison du gaullisme, puisque le gaullisme a été tué par ceux-là même qui s'en prétendent les héritiers. Il y a une espèce d'hommage du fils à la vertu qui consiste à se dire gaulliste et à ne parler que du gaullisme, etc. Mais quand vous faites exactement l'inverse des attendus et des prescriptions du gaullisme, vous ne pouvez pas vous référer au gaullisme. Et même Ciotti n'est pas plus gaulliste que ceux qui l'attaquent. Donc ça, c'est de l'agitation. Ciotti veut sauver sa circonscription. Il s'allie avec des gens qui, sur place, ne sont pas plus fascistes que d'autres. Hein. C'est n'importe quoi, ça. Cette espèce de réduction de tout ce qui n'est pas les trois partis au pouvoir au fascisme, c'est n'importe quoi. J'ai entendu des choses, mais invraisemblables. Quelqu'un que je ne citerai pas, de la majorité présidentielle, nous expliquait récemment que le RN aurait été fondé par des SS. Parce qu'il devait y avoir, je crois, en 72, quand Le Pen a créé le Front National, il y avait des gens certainement pas très recommandables. Il y avait aussi dans ces résistants, il y avait tout. Bon, enfin, ça fait quand même 70 ans, cette affaire-là. Et la Seconde Guerre mondiale, 80. Alors, on va aussi nous expliquer que le RN a été fondé par Heinrich Himmler. Enfin, c'est n'importe quoi. On vit dans un mythe et effrayant. Pourtant, l'histoire, on essaie de se raccrocher à une histoire parce qu'on n'en a plus. On a le sentiment que cette histoire ne s'écrit plus. Et ça, c'est peut-être ce qui nuit le plus à la vie politique, non? C'est vrai, absolument. Ben, d'abord, on ne l'apprend plus à l'école, et donc on confond mémoire et histoire, et on instrumentalise les choses. Tout le monde le fait, y compris Emmanuel Macron. Enfin, quand il va au Radour, il a raison d'aller au Radour, et dès qu'il est off, il parle de son plan de dissolution en disant je les ai bien nus. Enfin, c'est tout de même un manque de dignité effarant. Et on découvre également dans la presse allemande, Bild de la semaine dernière révélait que la dissolution avait été annoncée par Emmanuel Macron à Madame von der Leyen, qui s'est empressée de vendre la mèche. Alors vous avez Emmanuel Macron qui fait ça, puis vous aviez eu en 2005-2006 Nicolas Sarkozy qui était allé déclarer sa candidature devant l'ambassadeur des États-Unis. Enfin, il y a une manque de dignité à la tête de l'État qui ne peut pas ne pas dégoûter les Français et provoquer des mouvements de fond. Et ça, on ne sait pas à quoi l'attribuer. Bah, c'est la qualité des hommes. C'est une question d'hommes. Les institutions sont ce qu'en font les hommes, et on ne peut pas mettre sur le dos des institutions qui, je le répète, sont solides et dont il faut surtout pas changer. Enfin, à mon sens, on ne peut pas leur imputer des choses qui sont le fait de l'incapacité de ceux qui les incarnent. Comment imaginez-vous la chose si un gouvernement d'union nationale venait à émerger
après le 7 juillet, Éric Branca? Alors, Union nationale, c'est difficile, mais coalition, sûrement. Union nationale, c'est ce que voudrait faire Marine Le Pen, mais je ne pense pas que... Ça a déjà existé par le passé? Pas sous la cinquième. Pas sous la cinquième, parce que les majorités étaient assez larges. L'Union nationale... alors, De Gaulle l'a fait quand même en 58. Ça n'a pas duré longtemps. Et c'était, comme vous le rappeliez, dans le contexte de l'affaire algérienne et donc de tensions très vives, puisqu'il y avait, rappelons-le, une partie, son premier gouvernement, quand il était encore président du Conseil de la 4e République, donc de juin 58 à janvier 59, il y avait à peu près toutes les forces politiques représentées. Il y a eu ça également après la Seconde Guerre mondiale, dans le gouvernement provisoire de 44-46. Mais il y a toujours des gens qui n'ont pas suivi. Par exemple, il y avait des socialistes qui ont rejoint De Gaulle en 58, puis d'autres socialistes qui sont restés dans une opposition farouche. Donc, l'Union nationale n'est pas, à part la Chambre Bleu Horizon de 1918, où là, il y avait vraiment une émanescence de tous les partis, c'est pas très français. Ce qui intrigue Éric Branca, c'est que généralement, le gouvernement d'Union nationale arrive après un événement tragique. Absolument. Et là, on ne sait pas où est l'événement tragique qui pourrait servir de référence au surgissement de ce gouvernement. C'est vrai, c'est pour ça que je n'y crois pas trop. Mais coalition, c'est possible, avec des personnalités qui peuvent venir de différents partis. Est-ce que vous imaginez, Éric Branca, donc que les LR, ou ceux qui représentent les héritiers, ou les héritiers maintenant lointains du gaullisme, est-ce que cet espace, cette famille de pensée aujourd'hui peut compter sur quelqu'un qui pourrait la ressusciter? Non, je l'ai enterré peut-être un petit peu tôt, mais est-ce qu'il y a un espace politique encore qui pourrait profiter d'ailleurs de l'effondrement du Parti Renaissance si jamais celui-ci ne devait pas réussir? Ça, on verra ça au soir du... Parce qu'on a l'impression que c'est dans cet espace-là que ça peut bouger. Aujourd'hui, les deux pôles sont fortement constitués quand même, oui. Et c'est à l'intérieur, c'est entre ces deux pôles que les choses peuvent à un minimum éventuellement évoluer. Écoutez, s'il y a un grand homme, il ne s'est pas encore manifesté, mais il faut lui laisser sa chance. Quand De Gaulle est entré en politique aujourd'hui, est-ce qu'il aurait quelque chose à apprendre à ceux qui voudraient se lancer? À tout. On aurait besoin d'une alphabétisation générale. Parce que juste vous rappeler dans votre livre que l'ambassadeur qui reçoit De Gaulle quelques mois avant 58 écrit une note pour dire cette personne n'a aucun avenir politique. Exactement. L'ambassadeur des États-Unis. Des États-Unis. Exactement. Qui n'est pas n'importe qui. Et donc ça arrive que l'histoire bascule. Bien sûr, mais il y avait une telle hostilité envers De Gaulle que je soupçonne sa dépêche qui était destinée à Eisenhower, je la soupçonne de partialité. Mais c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que les sondages pour De Gaulle étaient extrêmement négligeables. 4% en 1958 pensaient qu'il avait une chance de revenir. Mais ce qui a fait la bascule, c'est sa légitimité historique. Or, aujourd'hui, il y a des légitimités qui sont tout à fait respectables, qui sont des légitimités des urnes, mais il n'y a plus de légitimité historique. Personne ne peut dire « j'ai sauvé la France ». Or, De Gaulle l'a sauvé au moins 3 fois. Voilà, c'est toute la question. Peut-on imaginer la politique, la France, sans l'histoire, en dehors de l'histoire? Cette histoire sur laquelle vous revenez, la République des imposteurs, Éric Branca, avec des tas d'anecdotes tout à fait inconnues sur cette 4e République, et que vous avez publié tout à fait récemment. Je rappelle, vous êtes historien et aussi journaliste. Merci Éric Branca, à bientôt. Merci.